Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord remercier les éditions Matériologiques et Marc Silberstein d'accueillir cette présentation et surtout d'accueillir le travail d'Anthony dans leur catalogue. Je suis Denis Forêt et je parlerai brièvement comme philosophe, donc évidemment pas comme médecin ou comme chercheur dans le domaine de la santé. Je vais d'abord dire deux mots d'Anthony car comme je l'ai indiqué dans la préface, il est à peu près impossible pour moi de séparer le livre de son auteur. Anthony est un être rare qui a eu deux vies de chercheur, une vie comme chercheur en neurosciences. Il a fait ce qu'on appelle des sciences de laboratoire, il a travaillé sur un modèle animal d'addiction comportementale. Est-ce qu'un rongeur peut être addict? Et il a eu ensuite une vie en philosophie, où je l'ai accompagné à l'université Paris-Nanterre, et ce jusqu'à une thèse qui a reçu un prix prestigieux et très convoité qu'on appelle le prix de la chancellerie des universités de Paris. L'auteur de ce livre, Le spectre de l'addiction, est donc un scientifique devenu philosophe et historien de son objet, dans une perspective où il interroge, il resitue les connaissances qu'il maîtrisait déjà, donc c'est une démarche réflexive, et dans un monde de spécialistes où chacun voit l'addiction à partir d'un certain prisme, eh bien, il réunit sans doute pour la première fois les pièces du puzzle en une somme qui permet de les embrasser du regard, et ce avec une patience et un courage exemplaires, comme ça a été noté par Serge Ahmed dans sa postface. Alors, la question du jour qui peut servir à entrer dans le livre est donc, qu'est-ce que l'addiction ? C'est une question compliquée parce que, pour le dire vite, sans même parler de la différence entre les choses auxquelles on peut être addict, l'alcool, la cocaïne, peut-être les jeux vidéo, la dépendance n'aura pas dans chacun de ces cas le même profil. Donc, par rapport à la question qu'est-ce que l'addiction, on pourrait avoir une objection qui serait il y a des addictions ou il y a des addicts, mais il n'y a pas d'addiction au singulier. Mais même si on évacuait ce problème qui est déjà très compliqué, je dirais les réponses à la question qu'est-ce que l'addiction sont premièrement antithétiques. Il y a opposition entre des conceptions ou des modèles théoriques de l'addiction. Je vais y revenir dans un instant. Et puis il y a les réponses en second lieu à la question qu'est-ce que l'addiction sont des réponses plurielles parce qu'il y a une pluralité d'objectivation ou de perspective sur l'addiction. Donc les réponses sont antithétiques parce qu'il y a schématiquement, pour le dire très vite, deux grandes options discutées. Selon l'une, l'addiction c'est une maladie, en particulier une maladie du cerveau qui dépossède l'individu de son contrôle de lui-même. Voilà. Et selon l'autre option, l'addiction est le produit des choix de l'addict qui préfère la consommation d'un produit ou la répétition d'un comportement à toute autre alternative dans un contexte donné. Un choix que beaucoup vont alors qualifier, s'il y a choix, de choix aberrant ou de choix condamnable. Donc ce serait soit modèle de la maladie, soit donc modèle de la maladie contre modèle du choix, ou pour le dire un peu plus brutalement, malade qu'on plaint ou dépravé qu'on blâme. Est-ce qu'on peut sortir de cette opposition ? Anthony a des pistes sur le sujet. Et la réponse à cette question de ce qu'est l'addiction est aussi plurielle parce qu'il y a de nombreuses perspectives sur l'addiction. L'addiction vue par les neurosciences, là on aura des mots-clés que tout le monde a entendus, même si tout le monde n'en comprend pas, ne peut pas en comprendre exactement l'usage, genre dopamine ou circuit de la récompense. Il y a l'addiction vue par les sciences du comportement. Est-ce que les effets de la drogue, comme on dit dans le jargon, renforcent la consommation? Et qu'est-ce que ça veut dire renforcer? Et pourquoi chez certains sujets et pas chez d'autres? L'addiction vue par la médecine, de nos jours on parlera de réseau de symptômes, et un symptôme très important ce sera par exemple le fait d'avoir du mal à limiter ou à modérer ou à arrêter la consommation. Il y aura l'addiction vue par la philosophie, pour le meilleur et pour le pire. L'addict est-il quelqu'un qui agit, comme on dit dans le jargon, contre son meilleur jugement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait A mais qui sait par ailleurs que B est mieux que A? Quelque chose comme l'action contre son meilleur jugement ou ce qu'on appelle l'acrasie. Et puis bien sûr il y a l'addiction vue par les pouvoirs publics et l'oscillation éternelle entre d'un côté la prévention, le soin et de l'autre la répression. Et donc il y a une sorte de schizophrénie d'État vis-à-vis de l'addiction, puisqu'on aura d'un côté le ministère de la Santé. Pour le ministère de la Santé, l'addiction c'est un problème de santé publique. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est une forme de déviance, la guerre aux drogues se transformant aisément en une chasse aux addicts, et bien sûr à certains addicts plutôt que d'autres, généralement les plus visibles, les plus vulnérables. Il y a eu un très bon colloque au CNAM il y a quelques jours, intitulé « Drogue et droits humains », organisé par notre collègue sociologue Sony Persaille. Alors Anthony, il est temps que je vous cède la parole parce que vous êtes le héros du jour. J'ai deux questions. En parodiant le titre d'une publication des éditions Matériologiques qui était « Qu'est-ce que la science pour vous ?», j'ai envie de vous demander « Qu'est-ce que l'addiction pour vous ?»
Et qu'est-ce que vous mettez dans le terme de spectre que vous associez à addiction? Et puis, deuxième question, en quoi votre livre peut-il nous aider à y voir plus clair dans le dédale très très complexe que je viens de présenter à grands traits? Merci pour la présentation. Merci pour tout. D'abord, je voudrais remercier les éditions Matériologiques, évidemment. Je voudrais remercier Denis de m'avoir accueilli en thèse pour ce travail-là, et puis d'avoir introduit si gentiment et de façon si flatteuse déjà moi et le livre aussi. À la question pour moi, qu'est-ce que l'addiction? La partie importante, en fait, j'ai l'impression que c'est presque pour moi. Malgré l'épaisseur du livre, je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à qu'est-ce que l'addiction. Je pense que j'ai réussi à répondre en synthétisant tout ce que vous avez dit, toute la richesse du phénomène autour et tous les points de vue qui existaient autour de ça, et d'essayer d'en tirer une synthèse, une idée globale et tirer des conclusions sur ce qu'on pouvait en dire de l'état des connaissances qui s'étendent quand même sur 2500 ans à peu près, de questions qui se posent et qui se reposent systématiquement depuis plusieurs siècles. Et donc là, aujourd'hui, comment est-ce que je définirais l'addiction? Disons que je la définirais déjà au niveau du mécanisme et d'un mécanisme de comportement, de qu'est-ce qu'on fait, qui est quand même une définition assez descriptive. À ceci va s'associer toute une constellation d'autres types de descriptions qui viennent des sciences plus fondamentales, où on va associer des mécanismes neurobiologiques qui pourraient peut-être expliquer ce qui se passe chez un addict, etc. On peut le voir d'une autre manière aussi. On peut imaginer que l'addiction, c'est peut-être le dysfonctionnement de quelque chose qui existe, d'un phénomène naturel, d'un phénomène peut-être d'apprentissage fondamental qu'on a tous en nous et qui nous sert constamment. Et dans le cadre de l'addiction, on pourrait se retrouver avec un système qui se retrouverait dévoyé. Et donc, ça pose deux questions, c'est-à-dire quel est ce système-là, à quoi il nous sert habituellement, et comment ça se fait qu'on arrive à le dévoyer de cette façon-là. C'est assez vague et assez complexe parce qu'en fait, il se trouve que la particularité de cette thématique, c'est d'avoir été abordée par tout un tas de disciplines spécialisées différentes qui ont toutes eu des points de vue en fait, sur ce qu'est l'addiction au cours de l'histoire, qui ont évolué à l'intérieur de leur définition et qui vont utiliser des mots qui sont exactement les mêmes mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et donc la communication entre ces différentes disciplines est compliquée. Et en fonction de l'endroit où on se place, on n'entend pas les mots de la même manière, ils ne veulent pas dire la même chose pour nous. Et je pense que la plus grosse difficulté, la chose peut-être la plus éclairante et la plus intéressante que peut apporter ce livre-là, c'est peut-être d'essayer de traduire dans un langage commun tous ces avancées-là en fait, et tous ces points de vue, et ensuite d'essayer d'en faire une synthèse et puis de faire une proposition évidemment positive d'un mécanisme de l'addiction tel que je le conçois avec les résultats qu'on a là, que je ne peux pas exposer en détail non plus ici, mais voilà, donc je pense que ce que peut apporter ce livre-là, c'est presque ça. Enfin, je disais, on en avait parlé déjà, mais j'ai un peu conçu ça comme le livre que j'aurais bien aimé trouver sur une bibliothèque au fond du labo qui prend la poussière et qu'on donne aux jeunes chercheurs qui arrivent pour s'intéresser à l'addiction en disant bah tiens, lis ça. Ça te fera la biblio, en fait, tu verras ce qui s'est dit, et puis à partir de là, tu peux commencer à travailler. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu, en fait. C'est d'abord de regarder ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, d'essayer de le comprendre, de ne pas foncer bille en tête en critiquant des approches qui ne sont pas celles de mon champ, d'essayer de voir ce qui pouvait être intéressant dans tout ce qui avait été dit, de critiquer aussi ces approches-là quand je les considérais comme critiquables. Et ensuite, à partir de toutes ces données positives, de voir ce que je pouvais moi en dire à ce moment-là, en fait, en essayant de redescendre le plus bas possible, dans une approche évidemment un peu réductionniste aussi, c'est-à-dire essayer d'aller sur les phénomènes de plus bas niveau pour expliquer les phénomènes de plus haut niveau, même si le neurobiologiste que j'étais ou que je suis en arrive quand même à la un peu désagréable conclusion que la neurobiologie n'a pas forcément le dernier mot en fait aujourd'hui. Pas parce qu'elle n'est pas légitime pour le faire, mais parce que tout simplement on ne sait pas le faire encore. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça qui est présenté dans le livre, c'est cette approche-là, de voir le panorama en entier. D'accord, alors sur le mot de spectre. Alors sur le mot de spectre,
C'est une définition qui existe déjà en fait. C'est une reprise de cette idée de spectre autistique, qui est une idée dans la psychiatrie. Donc c'est que le complexe symptomatologique n'est pas le même pour tous les addicts, c'est ça? Oui, il y a un air de famille en fait. Je le simplifierais comme ça. Il y a un air de famille et le spectre, l'idée de parler de spectre de l'addiction, en fait, c'est vraiment un engagement théorique, c'est de sous-entendre que derrière il y a un mécanisme commun. On ne connaît pas forcément ce mécanisme, mais qu'on peut raisonnablement supposer qu'il existe et que tout l'enjeu en fait de la recherche, et je dis bien de la recherche, c'est pour comprendre le phénomène, c'est pas forcément pour soigner ou pour intervenir, hein, c'est déjà pour le comprendre, après ça pourrait peut-être servir pour intervenir, c'est de supposer que derrière cette terre de famille, il y a une raison commune, il y a un mécanisme commun. Et à quel niveau est-ce qu'on peut, toute la question c'est à quel niveau on peut le situer, jusqu'à où on peut descendre. Alors quand vous parlez de spectre, vous parlez aussi de spectre entre des cas où les gens auraient davantage de contrôle sur leurs actions et des cas où ils seraient davantage dépossédés d'eux-mêmes. C'est ça que je comprends dans votre démarche. Ah mais alors ça mène, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Vous savez, avant, il y avait les gens qui disaient « Ah ben si c'est une maladie, c'est déstigmatisant parce que c'est pas de leur faute en gros ». Et puis il y a des gens qui disaient « Ben si, c'est pas parce qu'on appelle ça une maladie que on va les traiter avec plus de considération ». Et alors maintenant, on nous réintroduit du choix, on reviendra peut-être sur les positions d'Alain Picard, et vous-même, vous dites qu'en gros, la contrainte de quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'eux, c'est qu'un cas extrême, et donc on remet du choix, et donc on remet de la responsabilité. Et donc vous allez avoir tout un tas de gens assez réactionnaires qui vont, moi je pense que si on poussait leur position jusqu'à leur dernière conséquence, c'est si en fait les gens choisissent de consommer, quels sont les devoirs de la société vis-à-vis d'eux? C'est-à-dire après tout, ils ont pris une décision, quel est le devoir de solidarité vis-à-vis de gens qui font de leur propre initiative des choses qui leur nuisent? Comment vous voyez ça? Alors, je peux répondre d'une façon totalement désengagée politiquement, en disant qu'effectivement, le degré de responsabilité que la société décide d'avoir vis-à-vis de ces gens-là est à décider collectivement en tant que société. Ce n'est pas à moi en tant que chercheur de le dire. On décide ensemble, voilà, on vote pour des gens, on défend des programmes qui ont une approche donnée ou particulière. Deuxièmement, je peux avoir une approche un peu plus traditionnelle, on va dire, dans un autre axe, ça serait de dire de toute façon, les expériences les plus punitives qui soient ne marchent pas. La guerre à la drogue, elle a été gagnée, c'est la drogue qui a gagné, voilà, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Donc ça sert à rien de punir, ça marche pas. Puis après, on peut aussi se poser la question de déjà, pour évacuer la question de la maladie, il faut se mettre d'accord sur la définition qu'on a de la maladie. J'ai envie de dire que c'est une autre question de philosophie, à la limite, la question de la maladie. C'est quoi comment on définit la maladie? Il y a plein de définitions, et grosso modo, si on prend toutes les définitions de la maladie qui existent, on peut soit faire rentrer l'addiction dedans, soit au contraire, avec exactement la même définition, considérer que ça n'en est pas. Là encore, on peut peut-être se poser simplement la question d'un point de vue pratique. Est-ce qu'il vaut mieux que les addicts soient traités par les services médicaux, les services sociaux et médicaux tels qu'on les connaît dans notre pays, en France en tout cas, ou par autre chose, par le système judiciaire, par je ne sais pas quoi exactement. Probablement que l'addict et la société sont les deux mieux traités et mieux protégés si ce sont les services de santé qui s'en chargent. Parce que de toute façon, il y a aussi des comorbidités autour des addictions qui dépendent de la médecine et qu'après tout, il n'est pas complètement idiot de considérer que ça puisse être une maladie, si tant est qu'on trouve une définition qui permette de contenter tout le monde. Un dysfonctionnement préjudiciable, par exemple, pourrait tout à fait coller. Et ça ne sous-entend pas qu'il y a une perte totale de responsabilité, et ça ne sous-entend pas non plus qu'il y a une conservation totale de la responsabilité. La question de la responsabilité, je vais avoir un abord aussi un petit peu pragmatique, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des cas dans lesquels il semble évident que les gens, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, on n'a pas de raison de les remettre en cause, ne peuvent pas faire autrement. Et puis il y a plein d'indices qui montrent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ça leur pourrit effectivement la vie, ils auraient tout intérêt à faire autrement, ils sont tout à fait capables d'élaborer un raisonnement pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas le faire. Il y a même des témoignages qui sont rapportés de gens qui se voient agir en troisième personne, mais qui sont aussi à mon avis des cas extrêmes. On voit aussi des addicts qui seraient diagnostiqués addicts, qui se reconnaissent eux-mêmes comme addicts, qui sont tout à fait capables de décaler leur consommation ou de retenir leur consommation quand ils n'y ont pas intérêt ou quand ils ont au contraire tout à fait intérêt à la décaler. Donc ça pose la question de la capacité à contrôler cette consommation-là.
Premier point, de toute façon, il faut aussi se mettre sur le temps long, c'est-à-dire que c'est bien de réussir à contrôler sur un moment donné, mais il se trouve que ces personnes-là, à un moment donné, l'addiction gagne, c'est-à-dire que la consommation, elle revient. Et que si on regarde sur le temps long, on peut leur donner raison sur le fait de dire c'est pas parce que ponctuellement ils sont capables de se réfréner que dans l'absolu ils sont capables de le faire. À la fin du jeu, la question se repose et à la fin, ils cèdent, quoi qu'il arrive. D'autre part, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de se contrôler sur un temps long qu'il faut totalement évacuer la question de la responsabilité. La question de la responsabilité, elle est à mon avis tout à fait pertinente parce qu'elle donne aussi des armes à la personne pour aller chercher de l'aide, par exemple, pour se débarrasser de son addiction. Et ça, là, je suis assez d'accord sur le fait de dire qu'il y a une forme de déshumanisation aussi quand on prend la personne totalement en charge. Par contre, il ne faut pas non plus lui demander de faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et il y a une différence entre admettre une responsabilité, c'est-à-dire presque une responsabilité causale, c'est bien cet individu qui fait cette chose-là, c'est une responsabilité bêtement causale, et une responsabilité qui serait d'ordre moral, qui mériterait une condamnation morale, voire d'ordre légal, qui mériterait une condamnation légale. C'est-à-dire qu'on peut totalement dissocier tous ces points de vue, et là encore, c'est aussi des questions de choix de société. D'accord. Alors ça m'amène forcément à vous interroger sur Anna Picard, puisque c'est une des philosophes les plus connues sur l'addiction aujourd'hui et qu'elle a donc proposé un modèle qu'on appelle le modèle de la responsabilité sans blâme, dont vous dites quelque chose d'ailleurs dans le livre. Et je voulais un petit peu... parce qu'en gros, effectivement, ce qu'elle dit, c'est que le blâme est plutôt contre-productif d'un point de vue thérapeutique. Après, on peut penser tout ce qu'on veut du reste, mais à partir du moment où l'attitude est celle du blâme, il y a peu de chances que les gens soient mis en confiance par rapport à l'évolution de leur profil comportemental et de leur relation à leur addiction. Si vous aviez à caractériser la ressemblance et la différence de votre position par rapport à ce qu'elle dit, ce serait quoi ? Alors, moi j'ai été très impressionné justement par les travaux d'Anna Picard sur la responsabilité sans blâme. Pour replacer un peu, en fait, si je dis pas de bêtises, il faut voir que ça part aussi d'expériences de soins qui sont très nord-américaines. Oui. C'est des expériences de soins dans lesquelles on parle de communauté de soins, où les soignants et les patients vivent dans une forme de communauté avec des règles du jeu peu hiérarchisées, on va dire, et tout le monde doit respecter ces règles-là. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des règles que les patients doivent suivre. Quand ils transgressent ces règles-là, notamment en lien avec leur addiction, on peut leur faire remarquer qu'ils ont transgressé. Ils peuvent d'ailleurs être sanctionnés aussi, parce que ce sont des règles, mais il n'y a pas de raison de leur en vouloir. Et il me semble que c'est une attitude assez juste de la part des institutions. En même temps, on peut aussi faire remarquer qu'un professionnel de santé, s'il en arrive à en vouloir à ses patients, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que de base, nous, ça nous paraît contre-intuitif, c'est-à-dire qu'un médecin qui vous en veut d'être malade, il est à la limite payé pour se taire et garder ça pour lui, et pas qu'il ressente ça de manière personnelle, d'accord, mais que ça rentre dans le cadre du soin, ça nous paraît assez étrange en fait. Et si on tire cette idée-là, ça paraît aussi étrange qu'un juge, par exemple, ou un procureur, dont c'est le métier, vous en veuille personnellement parce que vous avez transgressé. Il n'a pas à vous en vouloir, il a à vous faire remarquer que vous avez fait quelque chose que la société condamne et à faire son métier. Et il m'a semblé, en lisant Picard, qu'effectivement il y avait cette dimension que j'ai nommée dimension de l'outrage dans l'addiction. Et c'est un truc qui me semblait assez central dans le traitement moral de l'addiction, qui n'est pas indiqué par Picard comme ça, et c'est là où on va avoir pas forcément une divergence, mais peut-être... je vais l'aborder dans un axe qu'elle n'aborde pas. Il me semble que dans l'addiction, on a cette mauvaise manie de vouloir systématiquement condamner l'addict pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Il y a une sorte d'insulte dans le comportement addictif, une sorte de rejet des règles de bon comportement. C'est ça que vous mettez sous outrage? C'est ça que je mets sous outrage, ouais. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un excès de vitesse et qui ferait un geste obscène au radar. C'est-à-dire qu'il aurait deux amendes. Il aurait l'amende pour l'excès de vitesse, il aurait l'amende pour le geste obscène. Et j'ai l'impression que l'addiction, il y a ce présupposé comme ça de « tu l'as quand même bien cherché et on t'avait prévenu et tu te fous de nous ». Il y a cette espèce de volonté comme ça de condamner et de punir. Ouais. Mais or, je pense qu'on peut condamner sans punir, oui. Enfin, sans blâmer justement. Là, je reprends effectivement Picard sur ça. Par contre, il y a un domaine dans lequel je trouve que c'est tout à fait légitime d'en vouloir aux addicts. Enfin, légitime. C'est dans le cadre des relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'il y a le dispositif institutionnel, que ce soit le médecin, que ce soit le juge, que ce soit... Voilà, qui sont des institutions et qui doivent normalement être relativement dépassionnées. C'est ce pourquoi plaide
Anna Picard, c'est-à-dire une justice dépassionnée. On regarde les faits et on condamne quand on doit le faire. Par contre, dans les relations interpersonnelles, on peut tout à fait comprendre qu'on puisse en vouloir à quelqu'un, par exemple, qu'on apprécie particulièrement et qui a des comportements d'addict. Dans le cadre familial, et ça peut même être un ressort aussi de réponse. Ouais. Mais voilà, que ça reste dans le cadre interpersonnel. Les gens ne doivent pas se sentir coupables de rendre l'autre coupable. On a le droit d'avoir des mauvaises pensées aussi, de se sentir insulté, on a le droit de se sentir maltraité, on a le droit de le dire. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Mais je pense qu'il est, à mon avis, c'est ce qui m'a semblé moi très intéressant chez Picard et que je reprends, c'est justement ça, c'est que la dimension institutionnelle, il n'y a pas à avoir ce genre de rapport interpersonnel, ce genre de connotation interpersonnelle. Alors, je vais revenir au contenu du livre. Donc, il faut absolument redire à un lecteur potentiel que c'est une somme, qu'on y trouve des analyses de choses dont on a vraiment très rarement entendu parler. Par exemple, moi, une des choses qui m'ont le plus impressionné dans l'exploitation que vous faites de la bibliographie sur tout cela, c'est quelque chose qui est très peu connu en France, c'est les sciences du comportement. Et là, il y a une énorme littérature qui n'est pas une littérature psychanalytique, qui n'est pas une littérature de sciences cognitives, qui n'est pas une littérature de neurobiologie, qui est une littérature proprement d'analyse du comportement. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette dimension d'encyclopédie des sciences de l'addiction et en particulier sur l'exploitation de cette littérature nord-américaine qui est très peu connue, ne serait-ce que parce que normalement, en gros le behaviorisme, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est mort depuis longtemps, alors qu'en fait les sciences du comportement ont continué à avoir une efflorescence tout à fait extraordinaire et généralement très mal perçue et connue. Je suppose que c'est toute la partie sur Ernstein, exactement. etc. En fait, oui, c'est la tradition behavioriste nord-américaine des années 90, de la fin du siècle dernier, on va dire, pour Ernstein. Il se trouve que c'était lors de la traduction du livre d'Hensley. J'étais tombé sur ça lors de mes précédents travaux quand j'étais neurobiologie, justement, où il y avait ces travaux-là qui étaient un peu à la marge, c'est-à-dire que c'était de la science, c'était pas exactement de la biologie, c'était de la psychologie behavioriste, mais vraiment de la psychologie scientifique. Et donc je me retrouvais en termes de méthode sur les animaux, des expériences de laboratoire sur les animaux, et en même temps avec une approche qui était totalement différente aussi et qui soulevait des questions qu'on évitait de se poser un petit peu dans le cadre réellement des neurosciences biologiques pures et dures. Et donc le livre d'Hensley que j'ai traduit traitait des travaux notamment de quelqu'un dont il était très proche et qui était son directeur de laboratoire et son directeur de thèse, qui s'appelle Ernstein, et qui a fait une somme de travaux notamment sur le choix, la théorie du choix, en opposition totale avec les théories du choix issues d'un autre domaine qui s'intéresse au choix, qui est l'économie, et qui justement parle de cette opposition entre deux sciences fondamentales qui s'intéressent au choix, qui sont l'économie et la psychologie, et il dit, voilà, les deux disent des choses totalement différentes, et il y en a forcément une qui a tort, évidemment en parlant c'est plutôt l'économie qui aurait tort, et notamment un pan de l'économie particulier, qui est la théorie du choix rationnel. Et la particularité des travaux d'Einstein, c'est justement de montrer que l'idée de rationalité qui est défendue par les théories du choix économistes est fausse. On ne retrouve pas ça dans la nature, on ne retrouve pas ça chez les animaux. Et il fait tout un tas d'expérimentations de choix chez les animaux pour montrer en fait comment les choix sont faits, comment en fonction des récompenses attendues dans les différentes options, on va voir s'étaler de façon statistique un certain nombre de choix. C'est grosso modo, pour résumer très, très rapidement, il est très difficile et très compliqué de savoir quel choix ponctuel l'animal va faire, mais par contre, la globalité de ces choix va montrer très clairement quelles sont les préférences relatives pour les deux options en compte. C'est-à-dire que si on aime un petit peu A et beaucoup B, on prendra plus souvent B. Voilà. Ensuite, il a travaillé sur les choix répétés, et il se trouve que l'addiction est un choix répété. Ce n'est pas un choix ponctuel, il y a effectivement une répétition systématique. Et il montre l'évolution de la perception de la récompense à l'intérieur des choix répétés, qui est un problème sur lequel se s'est cassé les dents, la théorie économique notamment. Et donc il y avait tout ce pan de recherche-là, et je parlais d'Hensley parce qu'Hensley présentait dans l'introduction de son livre les travaux de la psychologie behavioriste, en disant qu'elle était un peu tombée dans l'oubli, parce que les gens avaient fait une quantité astronomique d'expériences, tout en ayant une sorte de résistance
vis-à-vis de l'analyse qu'on pouvait en tirer, c'est-à-dire ne jamais ouvrir réellement cette boîte noire, ne jamais rentrer dans le détail de l'explication. Et que ça avait peut-être tué le behaviorisme, mais qu'elle avait continué à produire comme ça tout un tas de résultats, et il disait, il y a énormément de questions qu'on a arrêté de se poser, qui reviennent petit à petit, et en fait les réponses se trouvent déjà dans les résultats des behavioristes. C'est déjà là en fait, ça a déjà été traité. Et en regardant les travaux d'Einstein, effectivement, la question du choix, la question de la rationalité du choix, de qu'est-ce que ça veut dire que la rationalité, et c'est-à-dire ça veut dire totalement autre chose que ce qu'on entend dans le discours économique dominant aujourd'hui, c'était là, c'était déjà dedans. Il y a vraiment une explication de comment est-ce que les êtres vivants font leur choix. Et ouais, dans cette tradition, on trouve ça. Et ça peut-être, ça a pâti aussi de la réputation d'Einstein sur la dernière publication de sa vie, où effectivement il est plus connu pour un livre plutôt qui n'est pas son meilleur. Qui n'est pas son meilleur, on va dire pudiquement, très polémique, on va dire, sur l'intelligence. On va dire ça pudiquement. Et donc sur l'aspect analyse économique de l'addiction, on sent pas mal de réticences dans le livre finalement de votre part, donc vous pourriez les résumer? Alors, parce que vous présentez ça de manière très, très charitable d'abord, mais on sent quand même après un peu de... En fait, l'idée c'est que faut faire quelque chose je trouve qui est toujours délicat à faire, c'est-à-dire de faire cette sorte d'analyse sociologique de la science qui peut-être peut avoir tendance à mon avis, parfois d'évaluer un petit peu le caractère intéressant et productif de la science. Oui, il y a des influences sociologiques, oui, il y a des influences personnelles, etc., des structures de la science sur la science, parce qu'il y a des financements à obtenir, parce qu'il y a des mouvements de recherche qui sont impulsés par des gouvernements, par des structures, et c'est le cas pour l'addiction. Et notamment, il se trouve que le modèle neurobiologique dominant, qui est le Brain Disease Model of Addiction, donc le modèle nord-américain, mais qu'on défend tous quand on fait de la neurobiologie, il est issu de structures qui sont directement issues de la guerre à la drogue. Et cette idée, la guerre à la drogue moderne de Nixon, qui a toute une histoire qui remonte, j'en parle, la création des alcooliques anonymes, etc., la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, les mouvements religieux pour la prohibition, les différentes drogues, etc. Donc tout ça se mélange et donne, au moment en gros du retour des vétérans de la guerre du Vietnam, suite à une peur de voir arriver des héroïnomanes aux États-Unis qui mettraient le pays à feu et à sang, une remontée de la guerre à la drogue, avec un versant extrêmement punitif, mais aussi le développement de financement pour la recherche, et notamment beaucoup plus tard, quand on se rend compte que ça n'a pas très bien marché, on commence à vouloir tourner la guerre à la drogue par d'autres moyens et avoir une sorte de versant plus compassionnel en fait autour de la guerre à la drogue, c'est-à-dire de s'intéresser aux victimes de la drogue. Il se trouve que les recherches, la décennie du cerveau dans les années 90, c'est un peu ce versant compassionnel-là. Cependant, ça part aussi d'une idée, et qui est une idée fondamentalement basée sur des théories qui sont des théories économiques, c'est que le choix est toujours rationnel. Cette théorie du choix rationnel, qui est réellement une théorie purement économique de Baker et Murphy, qui leur a valu un prix, le prix de la Banque de Suède, etc., et qui explique qu'on fait des choix rationnels. Voilà, on choisit toujours ce qu'on préfère de façon ponctuelle. Ce contre quoi Einstein, justement, explique que c'est faux. Einstein se bat réellement contre ça. Et il se trouve que ça donne une idée, une image de la rationalité qui pollue en fait le débat sur l'addiction, et qui est, à mon avis, responsable de cette idée qu'on a le choix entre avoir soit un addict rationnel qui fait exactement ce qu'il veut, toujours ce qu'il veut, et donc s'il drogue, c'est qu'il a envie de le faire et point barre, ou alors un addict malade dont on doit faire qu'il a perdu toute responsabilité, sinon on ne peut pas expliquer son choix. Le BDMA, étant de version compassionnelle, il se retrouve obligé de dire les addicts se droguent parce qu'ils n'ont pas le choix. Réellement pas le choix, jamais le choix. Or, ça devient très compliqué de s'occuper des addicts s'ils n'ont pas le choix, parce que justement la question c'est de leur donner le choix, et qu'ils aient le choix au moins de demander d'être soignés. Et je pense que l'impasse dans laquelle on se retrouve vient de ces a priori-là, qui sont totalement extérieurs en fait, au champ de recherche sur l'addiction réellement, mais qui sont des idées qu'on diffusait dans la population, dans nos sociétés. Et de façon très étrange, en fait, on trouve des
que vous êtes quand même vous êtes philosophe, Anthony, et vous avez fait un livre de philosophie. Moi, je considère que le spectre de l'addiction, c'est beaucoup de choses, mais c'est en particulier un livre de philosophie. Et j'aimerais qu'on revienne sur votre relation à la philosophie, parce que si on était, on pourrait dire, vous êtes un philosophe un peu bigarré. Il y a des moments où vous faites l'histoire et philosophie des sciences. Pour éclairer l'addiction d'aujourd'hui, vous repassez par l'histoire, donc vous auriez un côté quasi canguilémien, assez continental. Il y a des moments où vous faites de la philosophie de l'esprit, quand vous parlez du choix et de la décision et de l'acrasie. Donc vous faites quasiment de la philosophie de l'esprit, matinée de philosophie morale, donc vous auriez un côté plus anglo-saxon. Et puis il y a votre relation à Sellars. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est la fameuse histoire des deux images, l'image scientifique et l'image... Mince. Ouais. Voilà. Voilà. L'image scientifique et puis l'image ordinaire. On va oui, dire. C'est ça. Voilà, l'image. Voilà. Donc le monde vu par la science et le monde vu par l'expérience commune, on va dire. Ouais. Et comment, en fait, quelle est la relation entre ces deux images? Est-ce que vous pourriez revenir d'abord sur quel genre de philosophie vous pensez faire, et en particulier sur il y a un moment où vraiment vous dites que ce point de vue Sellars sur la relation entre les deux images, comment on va faire, quelle est la relation qu'on doit avoir entre le monde de l'expérience ordinaire et le monde de la science, et en particulier pour un cas comme l'addiction, où d'un côté on va nous parler du circuit de la récompense et de ce qui s'y passe, de choses dont on ne peut pas avoir une expérience directe, et d'autre part on va avoir l'addict avec ses pulsions, ses déceptions, ses problèmes avec lui-même, qui là est tout à fait dans le monde de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu à la fois sur le genre de philosophie que vous voulez faire et sur votre relation à cette question des deux images? La question alors, comme vous pouvez le constater, n'étant pas capable de retrouver le nom de la deuxième image, je suis vraiment un pur spécialiste de Sellars, voilà, un vrai spécialiste universitaire. J'ai pas la prétention de comprendre toute la philosophie de Sellars. Je suis tombé dessus un peu par hasard à travers de mes lectures. Je vais pas retrouver son nom. Ça y est, je commence à oublier les noms, c'est pas bien. Ce philosophe américain qui vient de mourir. Une grande barbe blanche. Frankfurt ? Non, Dennett. Voilà, c'est Dennett qui parlait de Sellars en disant, Dennett qui parlait de Sellars en disant on pouvait le tordre dans tous les sens qu'on veut, mais en philosophie de l'esprit, il avait déjà posé toutes les questions possibles et il avait en général toujours raison, ce qui agaçait. On pouvait être en désaccord sur plein de trucs, mais en gros, il avait toujours posé les questions les plus pertinentes à ce moment-là. Et donc je m'y suis retrouvé comme ça en fait, c'était par Dennett. Et j'ai eu en lisant sur cette idée il y a deux images différentes, on peut concevoir d'un point de vue, on va dire presque vernaculaire, le point de vue de l'expérience commune et le point de vue de la science. Et le but du jeu, c'était de réussir à avoir une image stéréoscopique, c'est-à-dire d'avoir une image double en relief. Et je l'ai presque entendu, moi, comme aucune des deux images n'est capable de donner la totalité de la réalité. Si une des deux images était capable de donner la totalité de la réalité et d'être totalement explicative, on n'aurait pas besoin de l'autre. Or, il se trouve que dans l'addiction, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que chaque point de vue est totalement parcellaire. Le point de vue existentiel n'est pas le point de vue scientifique, et dans le point de vue scientifique, c'est pas le point de vue de chacune des matières. Donc j'ai un peu fait ma sauce avec Sellars. Je pense que les spécialistes de Sellars qui nous regardent là doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? En tout cas, moi je l'ai entendu comme ça. Et après, en le lisant plus avant, j'ai trouvé que sa définition de la philosophie, qui consiste en gros à dire qu'est-ce qui existe dans le monde et comment les choses s'articulent, de façon extrêmement simple, c'était exactement ce que je cherchais à faire sur l'addiction. Donc je ne sais pas quel type de philosophe je suis, je pense que je suis aussi un philosophe qui n'a pas le cursus universitaire traditionnel. Je n'ai pas fait la licence, je n'ai pas fait le master, donc il fallait que je rattrape un peu ce... Mais si vous avez fait le master... Alors j'ai fait le master, c'est vrai, pas le master 1, pas le master 1. Enfin. J'ai fait le master, c'est vrai, j'ai fait le master 2. Enfin. Mais vous l'avez fait en bonne compagnie. Et je l'ai fait avec vous, c'est vrai. Non, je parlais du master 1. Donc, mais j'ai pas eu cette formation d'histoire de la philosophie que les étudiants ont, où on revoit tous les grands textes, où on regarde Platon, Aristote, etc. Donc j'ai fait un peu ma sauce en prenant, pour essayer de rattraper mon retard. En gros, dès que je tombais sur quelque chose qui m'évoquait autre chose, je prenais le livre et puis j'essayais de le lire un peu de mon côté. Donc je pense que je suis un philosophe peut-être un petit peu bordélique dans le cadre des références et de la formation. Alors j'essaie de boucher les trous, j'essaie de me soigner.
Mais effectivement aussi, avec cette approche-là, j'ai un peu de mal à voir moi, une opposition frontale et définitive entre ce qu'on appellerait la tradition continentale et la tradition analytique. C'est-à-dire que, un peu comme Sellars d'ailleurs, qui était, si je ne dis pas de bêtises, qui a été formé en France, qui était kantien et qui était très comment dire, informé sur ce qu'on appelle la philosophie continentale. Je dois préciser, s'il y a des philosophes qui regarderont l'enregistrement de ce que nous avons fait aujourd'hui, que vous complétez notre tableau de l'histoire de la philosophie. Vous prétendez que vous la connaissez mal, mais vous complétez notre tableau de l'histoire de la philosophie, par exemple en nous renseignant sur un sartrien américain qui est Herbert Fingaret, qui est un auteur extrêmement peu connu et sur lequel vous avez des développements assez longs et très, très intéressants dans le livre. Voilà, donc on élargit notre panthéon philosophique à la lecture du spectre de l'addiction. Oui, donc pour ça, probablement pour s'intéresser à un sartrien américain, il faut déjà probablement pas avoir exactement toutes les références adéquates quand on est un philosophe universitaire. Ça montre qu'on a besoin de s'élargir à d'autres approches de la philosophie. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé cette approche-là, justement, où en gros, il y a des philosophes qui disent des trucs intéressants, puis il y a les autres, quoi, et je pense pas que ce soit... Est-ce que ça m'apporte quelque chose quand je le lis? Est-ce que ça me fait réfléchir? Est-ce que je suis convaincu par un argument, etc. Mon rapport à la philosophie, il est plus comme ça. J'aime bien entendre la petite voix de l'auteur en fait, qui me parle. Des fois, je ne vais pas forcément être d'accord avec ce qu'il me raconte, mais si ça m'est bien raconté et si l'argumentation est forte, voilà, je suis touché par ça et je fais ma sauce avec. Là, ce livre-là, oui, c'est une réflexion que j'espère être effectivement philosophique, avec les outils de la philosophie, basés sur mon expérience aussi, comme vous disiez, de chercheur plus en sciences fondamentales. Donc j'ai évidemment une tendresse particulière pour la philosophie analytique qui se présente comme étant très scientifique. Mais j'ai aussi une méfiance vis-à-vis de l'extériorité de la scientificité. Je ne suis pas à l'aise avec les développements qui sont volontairement obscurs, que ce soit quand on utilise de très grandes phrases ou quand on utilise des équations, quand on n'a pas besoin d'utiliser des équations, quand on n'a pas besoin d'utiliser des grandes phrases. Alors j'ai peut-être une dernière question qui porterait sur à la fois le regard rétrospectif que vous portez sur le travail qui a été le vôtre quand vous étiez neurobiologiste, et que vous faisiez des modèles animaux de l'addiction, et sur la transition que vous avez eue de votre première à votre seconde carrière de chercheur, ce qui reste finalement assez mystérieux. Pourquoi vouloir venir faire des recherches philosophiques sur l'addiction? Vous prenez n'importe quelle personne vous prenez la personne qui fait des sciences humaines en France et qui s'intéresserait à une question comme l'addiction et vous dira non, surtout l'animal c'est mal parce que ça ne rend pas compte de la complexité du phénomène humain. Donc en matière de validité externe, comme on dit dans le jargon, les modèles animaux seront toujours très mauvais. Et alors donc vous avez une position un peu particulière parce que vous venez de ce monde-là, en même temps vous avez voulu voir autre chose, et à la fin vous restez quand même intéressé par ce que c'est que les sciences par les sciences de laboratoire. Donc comment vous regardez rétrospectivement votre propre parcours? Je crois que ça vient du fait que j'étais pas à l'aise avec les interprétations qu'on était obligé de faire, on va dire, pour passer sous les fourches codines des demandes de financement, etc. Typiquement, il faut rentrer dans les cases du BDMA, expliquer que l'addiction est une maladie récidivante chronique, etc., etc. Or, on sait bien que c'est pas exactement comme ça que ça se présente, c'est-à-dire que les chercheurs dans les laboratoires sont pas idiots, ils ont la télé comme tout le monde, ils voient des gens autour d'eux, et en même temps on tient cette espèce de double discours, où si on tirait réellement les conclusions de ce qu'on était en train de dire, on en arrivait à défendre des positions qui étaient franchement pas les nôtres, quoi. Tout le monde trouvait, j'en parlais un moment, mais tout le monde trouvait assez ridicule les campagnes de publicité, de prévention contre la drogue qu'il y a eu dans les années 90, par exemple.
trouvais ça assez idiot, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de chercheurs dans les laboratoires, en tout cas moi ceux que j'ai fréquentés, c'est pas le cas, qui défendaient des théories comme les théories de l'escalade, du joint à la seringue. Je pense que personne... Et tout simplement parce qu'on peut avoir un avis sur ça, mais en tout cas les animaux de laboratoire, ils racontent pas ça. Les animaux de laboratoire, ils répondent à une question qu'on leur pose, qui n'est pas la question de l'addiction, qui est la question d'un paramètre particulier, d'une dimension qui a quelque chose à voir avec l'addiction. On pose des questions au cerveau de l'animal, on pose la question aux cellules du cerveau de l'animal, etc. On regarde comment réagissent des récepteurs, on regarde comment réagit un animal, etc. Mais on ne pose pas la question de l'addict. Il n'y a effectivement pas toute la dimension humaine autour. Mais néanmoins, étant nous-mêmes aussi des animaux et ayant des structures biologiques et notamment cérébrales qui sont relativement proches et en tout cas issues des animaux, c'est pas complètement idiot de poser cette question-là à l'animal. Tant qu'on pose la bonne question. C'est-à-dire que si on lui demande s'il préfère aller chez un dealer qui est à 10 km mais qui est moins cher ou un dealer à 2 km il s'en fout. Enfin, c'est une question à laquelle l'animal ne peut pas répondre. Par contre, si on veut savoir si telle substance modifie la sensibilité de tel récepteur dans telle structure, ça, il est tout à fait capable de nous donner la réponse. Et la grande difficulté, c'était que pour passer sous les fourches codines des financements, de la présentation dans les congrès, etc., on était systématiquement obligé, parce que c'est pas très vendeur de parler d'un récepteur, de toujours faire le lien avec le grand phénomène de société qui là devient, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, sauf que ce passage, c'est une sorte de grand écart, il n'était pas forcément justifié. Et moi, en tant qu'étudiant, en tant que thésard, etc., c'était des questions qui me posaient problème. J'avais du mal à justifier ce que je disais, en fait, des fois. Et en fait... Vous ne vouliez pas trop promettre. C'est pas que je voulais pas trop promettre, c'est que je me suis rendu compte aussi que je disais des mots que je comprenais pas. Quand on parle de désir, pathologie du désir, par exemple. Bon, c'est quoi le désir, en fait, en neurobiologie, exactement? Et en fait, tout ça, toutes ces définitions-là, il m'a semblé que c'était plutôt en allant faire de la philosophie que je pourrais éventuellement avoir la réponse à ces questions-là, en fait, pour éviter de dire du bullshit, comme dirait Francfort, c'est-à-dire pas forcément des mensonges, parce que j'étais pas persuadé de mentir, mais simplement des mots que je comprends pas. Et voilà, c'était plus ça, en fait, c'était plus une posture intellectuelle personnelle, qui faisait que j'étais peut-être pas fait pour faire des neurosciences de laboratoire, en fait. Peut-être qu'il faut être capable de faire abstraction et puis séparer les deux, mais voilà, ces questions-là me gênaient toujours un petit peu, en fait. Et comme le sujet me passionnait, je me suis dit que si je voulais continuer à travailler sur ça et à le faire bien, il fallait que je retourne à l'école et que j'apprenne la signification des mots qu'on me poussait à employer. Et puis c'est en rentrant là-dedans, petit à petit on se rend compte que ce mot-là, il vient de là. Donc, qu'il a une histoire, qu'en fait quand je dis ça, je m'inscris dans une histoire qui défend certains points de vue, certaines théories qui ne sont pas forcément les miens et puis qui sont peut-être discutables, et puis voilà, on tire le fil, on remonte, et puis comme dit Sellars, on voit qu'il y a tout un tas de choses dans le monde et il faut voir comment elles s'articulent ensemble. Eh bien, pour ma part, je suis très heureux que loin d'avoir renoncé, vous ayez finalement persévéré dans votre recherche sur l'addiction jusqu'à nous donner ce livre Somme que nous avons présenté aujourd'hui. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci.